Nous sommes vendredi, alors bon vendredi saint à tous les catholiques qui nous suivent et puis on souhaite aussi bon vendredi à tous les musulmans qui nous suivent. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso et bonjour à tous. Nous sommes installés en pays Boaba ou donc dans la communauté Bois pour la rubrique à la découverte d'aujourd'hui. Nous allons vous proposer le récapitulatif des témoignages que vous avez écoutés tout au long de cette semaine. Et dans la rubrique Revue de presse, nous recevrons aujourd'hui le directeur de l'information Elhadj Soumaïla Arabo pour la revue. Dans la rubrique invité du jour, nous serons avec un auteur qui c'est son tout premier livre d'ailleurs, et c'est un livre qui parle de son expérience. Il s'agit du livre Retour sur les 35 ans d'expérience enrichissante. L'auteur, c'est monsieur Hervé Marcel Ouedraogo. Il est ingénieur des sciences appliquées et hydraulicien. Il sera là pour justement partager donc son expérience avec nous. Nous allons feuilleter son livre ensemble et puis bien sûr avoir des solutions concernant l'agriculture, concernant les retenues d'eau, concernant l'irrigation avec notre invité de ce jour. Et dans la rubrique sécurité routière, parce que vous le savez, chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec Victoire Auto-École. Aujourd'hui, nous serons avec M. Hippolyte Tapsoba, qui est formateur à Victoire Auto-École, et nous parlerons donc du permis de conduire. Honoré Onadja sera au rendez-vous pour les rendez-vous de ce week-end. Installez-vous confortablement. L'aventure démarre tout de suite et maintenant. Nous disons à nouveau Tchani à tous les Boabas qui nous suivent pour dire bonjour. Alors, le peuple Bois est une communauté d'Afrique de l'Ouest et les Bois sont à cheval entre le Mali et le Burkina Faso. Anciennement, les Boabas ou Bois étaient appelés les Bobos rouges et ils sont originaires du Mandé au Mali et se retrouvent aujourd'hui à l'ouest du Burkina Faso. Les Boabas ont une culture et des traditions très riches en masques. Ces masques représentent des animaux comme ceux faits en bois ou en cuivre. D'autres représentent également des personnages. Parmi ces masques, il y a des masques sacrés et profanes et qui apparaissent lors des funérailles ou au cours de nombreuses cérémonies marquant la vie sociale et économique. Et quand on parle justement donc dans la communauté bois du terme bois mou, il a plusieurs sens et il peut désigner plusieurs choses. Le bois mou est la langue parlée par les Boabas. Le bois mou désigne également le lieu où résident les Boabas et même la culture Boaba. C'est un terme qui désigne plusieurs choses à la fois. Et les Boabas occupent l'ouest du Burkina et c'était à partir des années 1890 que ce peuple suscitera donc des recherches et des écrits historiques. Et aujourd'hui, cette semaine, nous vous avons proposé tout au long de cette semaine justement des témoignages concernant la culture Boaba. Et je rappelle que nous sommes partis à la découverte de cette communauté suite à une exposition qui a eu lieu au musée de la musique Georges Ouedraogo. C'était en 2021. Donc aujourd'hui, vous allez écouter justement les agents de ce musée de la musique Georges Ouedraogo qui ont organisé justement l'exposition des richesses culturelles de la communauté bois. Et puis vous allez écouter également des visiteurs, des ressortissants bois. Donc on y va pour le récap des témoignages de la semaine. L'exposition de la culture Boaba, dont la thématique s'intitule exactement Identité culturelle, focus sur le bois mou, c'est pour nous une obligation déontologique. C'est d'autant plus que c'est auprès des communautés que nous réalisons les différentes collectes. Et c'est une première d'associer la communauté dans l'implémentation de ce projet. Et ça a pour objectif de rendre les collections beaucoup plus vivantes et de mener aussi des plaidoyers à l'endroit de ces communautés-là pour une meilleure sauvegarde de leur patrimoine culturel. Les collections sont essentiellement constituées des biens du musée de la musique et nous avons, à l'occasion de cette exposition, reçu de façon gracieuse des biens, notamment des instruments de musique bois et également des masques qui nous ont été prêtés pour implémenter ce projet. Et c'est l'occasion d'ailleurs d'adresser nos sincères remerciements
à l'ensemble des parties prenantes, notamment la communauté Bois, et qui a bien voulu accepter, nous prêter ces biens-là, le temps de cette exposition. Et je voulais préciser également que l'exposition qui se tient, ça c'est la partie qui concerne la communauté Bois, va se poursuivre au musée de la musique. C'est-à-dire que vous pouvez, dans les jours à venir, toujours passer au musée de la musique pour voir ces chefs-d'œuvre-là de la communauté Bois. Je suis vraiment joyeux de vous dire que depuis le vernissage et le deuxième jour d'exposition aujourd'hui, nous refusons du monde. Voilà, des gens affluent de partout. Les gens ont certainement dû apprendre ça à travers les médias. Mais nous avons, comme je l'ai dit tantôt, dans le processus impliqué la communauté qui s'est vraiment résolument engagée à mobiliser au-delà de Ouagadougou et toutes les personnes originaires de cette communauté-là qui sont venues avec, en famille, soit individuellement, pour venir délecter cette belle exposition. Sur cette photo, nous avons des masques de fibres et des masques de feuilles. Ce sont des masques qui participent à l'initiation Ondo. Et sur cette photo, c'est le jour des funérailles d'un responsable de Do. Donc les masques arrivent en groupe de la brousse et viennent rendre hommage au défunt en dansant dans sa cour. Les masques en feuilles, de façon générale, on dit que les masques en feuilles, ce sont des masques qui intègrent l'homme dans son environnement naturel. En ce qui concerne les masques de fibres, nous avons en première position le masque Aro, représenté par un singe. C'est un masque de Boni. Et c'est le masque le plus important parce qu'il est très sacré. C'est ce masque qui accompagne les rites funéraires en pays Boni. Mais dans les autres villages, ce masque a une fonction ludique. C'est lui qui fait rire les gens. Et là, nous avons le masque Mantanté, représenté par un hibou. C'est un masque d'initiation. C'est ce masque qui accompagne les garçons en brousse pendant la période d'initiation au dos. Il constitue également un message entre le monde vivant et le monde invisible. Et pour renforcer la cohésion entre la communauté Bois, l'Église catholique a été construite en l'image de ce masque, le masque Mantanté. Et là, nous avons le masque Bayiri, un masque de fécondité. C'est un masque qui protège la société contre les mauvais esprits. Il donne la santé aux nouveau-nés et il favorise le mariage entre les jeunes. Nous avons également un autre masque, le masque Boyeni. Et vous venez d'écouter à l'instant les conservateurs de musée, des conservateurs qui travaillent au niveau du musée de la musique Georges Ouédraogo. Et c'est ce musée qui a organisé justement l'exposition sur les richesses culturelles de la communauté Bois aux communautés Boaba, donc du Burkina Faso. Et c'est cette communauté qui nous accueille cette semaine pour la rubrique à la découverte d'eux. Merci à vous de votre attention et merci bien sûr à Abdoulaye Kinda pour ces éléments. Pour la suite, nous allons donc passer à une pause musicale, le temps d'installer le directeur de l'information de Savane Média pour la revue de presse. Et pour bien démarrer la journée, il vous faut être bien informé et nous avons la solution à travers la revue de presse. Et c'est le directeur de l'information de Savane Média, Eladj Soumaïl Arabo, qui va parcourir les journaux pour nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Merci Abzeta, bonjour, bonjour à toutes et à tous. On débute par quel journal aujourd'hui? Le quotidien d'État Sidoya. Ok. Sidoya, ça une aujourd'hui. Shirley Ayokor Botoué, présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO. La CEDEAO ne va pas abandonner le Burkina. Ce sont ses propos à la une toujours du journal Le Pays. Huile impropre à la consommation, un réseau de production démantelé. Université Norbert Zongo de Koudougou, les étudiants dénoncent les conditions de vie dégradantes. Dans Chronique, on peut lire « J'ai peur de toi ». Homme, point d'exclamation.
L'Express du Faso à présent, situation nationale, Hugues Fabrice Zango, Iron Bibi, Francis Kéré, point de suspension, la preuve que rien n'est perdu. Dans Tribune, on peut lire aujourd'hui Assemblée législative et délégation spéciale, pourquoi ça coince? Mamadou et Baro, nous sommes tout à fait disposés à aller au front. Vrai ou faux, l'ex-maire Bouraïma Sanou retourne au conseil régional. Bien entendu, il s'agit de l'ex-maire de Bobo Dioulasso CCVA. C'est comme ça qu'on crée les problèmes aux autorités. On peut lire toujours dans Vrai ou faux de l'Express du Faso, RFI et France 24, micro et écran fermés au Mali. Fait de chez nous, Fako et ses deux garçons. Pour terminer avec la une de l'Express du Faso, match amico des étalons, retour de Brian Dabo, une première pour Alex Bangré. Le quotidien à présent. Sit-in d'étudiants devant le Foner, les 5563 dossiers rejetés, finalement acceptés. Production et commercialisation d'huile alimentaire impropre à la consommation, plus de 900 bidons d'huile saisis. Le CISAG à propos de la gestion de la transition, notre constat est que le président de la transition a mis la charrue avant les bœufs. Match amicaux contre le Kosovo et la Belgique, 29 joueurs convoqués, retour de Brian Dabo dans le groupe. Aujourd'hui au Faso à présent, mise en œuvre de la transition, la CEDEAO disposée à accompagner le Burkina Faso. Insécurité alimentaire des fabricants d'huile impropre à la consommation aux arrêts. Pratique illégale de vente de gaz butane, la police municipale fait une grosse prise. Niger, 21 morts dans l'attaque d'un bus et d'un camion près du Burkina. Politique, Sarah Sérémé nie toute proximité avec le MPSR et porte plainte pour diffamation. Cybercriminalité, un présumé escroc dans les filets de la BCLCC. Et puis, suspension de RFI et France 24 au Mali, divorce consommé, cœur toujours pas en paix. Match amicaux des étalons, le choix d'Oscar Barrault pour le Kosovo et la Belgique. Le pays à présent, crise sécuritaire au Burkina, mouvement Sauvons le Burkina invite le président Damiba à décréter l'état de siège. Formation du gouvernement de transition, les CISAG crient à l'exclusion. On peut lire dans Popuri, gouvernement de la transition, le premier conseil des ministres se tient aujourd'hui. Actu Foot CAN Cameroun 2021, ils ont joué la Coupe d'Afrique et des Nations, mais n'ont pas été payés. Match amicaux des étalons, Oscar Barrault dévoile sa liste et annonce sa candidature. Carême chrétien, 40 jours pour devenir meilleur. Lutte contre la délinquance à Ouagadougou, arrêté parce qu'il fabriquait de l'huile impropre à la consommation. Et nous terminons avec l'observateur Palga, police nationale, descente matinale dans une huilerie clandestine. Dans une lettre pour l'AI, les députés de la transition convoqués lundi, point d'interrogation. Crise du papier journal, le DG de l'ONACE et le secrétaire général des transports déposés à la MACO. Recrudescence des attaques terroristes, l'état de siège pour point de suspension. Sauver le Burkina, point d'interrogation. Transition politique pour le CISAG, Sandaogo a mis la charrue avant le bœuf. Boukoul du Moumoun et Bomaf Casque, 200 millions de francs CFA pour 62 000 déplacés internes. Djebedo Francis Ekere, lauréat du prix Pritzker, j'ai commencé enfant à réparer les maisons les week-ends. C'est ce qu'on peut lire à la une de l'Observateur Palga ce matin. Merci bien, Elhaj. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Commençons par cette délégation ministérielle donc, de la CEDEAO qui était chez le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. C'est ça. Une délégation de la CEDEAO est conduite par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères parce que vous savez, le Ghana assure la présidence tournante
en exercice de la CEDEAO. Et donc, c'est le président ghanéen qui est président en exercice de la CEDEAO en ce moment. Et donc, la ministre ghanéenne des Affaires étrangères est présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO pour cette période-là. Et donc, c'est elle qui a conduit la délégation ministérielle. C'est la deuxième fois, parce qu'elle était venue, je crois, début février, dans un premier temps pour recueillir les attentes du président d'Amiba et voir aussi dans quel cadre le Burkina pourrait continuer à collaborer avec la CEDEAO. Mais il reste que le Burkina est suspendu de toutes les instances de la CEDEAO en ce moment-là. Et cette visite ministérielle-là fait suite à l'annulation d'une visite présidentielle qui avait été prévue. C'était un peu avant l'adoption de la charte de la transition, mais il se trouve que l'adoption de la charte de la transition avait fait que les présidents n'avaient plus trouvé utile de venir échanger avec le président d'Amiba à Ouagadougou, étant donné que je crois que c'était pour l'encourager à aller dans le sens de la clarification de l'agenda de la transition et du retour à l'ordre constitutionnel normal. Cette délégation présidentielle n'ayant pas pu faire le déplacement, ayant finalement annulé sa visite, a demandé au ministre de faire le déplacement pour voir en un mois et demi qu'est-ce que le président d'Amiba a fait de sa transition. Bon, finalement, on le sait, hein, il a fait de sa transition une transition collégiale, pratiquement populaire, endossée par les forces vives de la nation qui ont adopté une charte de la transition pour une durée de 3 ans. Et je crois que c'est ce que la délégation ministérielle est venue pour comprendre. Pourquoi 3 ans? Et sur ce dossier-là, aujourd'hui, au FASO relève que le président d'Amiba a expliqué. Et bien entendu, la délégation ministérielle de la CEDEAO a d'abord échangé avec une délégation ministérielle burkinabé conduite par la ministre Olivia Rwamba des Affaires étrangères. Et donc, en fait, les autorités burkinabées ont expliqué à la CEDEAO que les 3 ans sont liés aux 2 principaux défis que le Burkina doit relever avant le retour à l'ordre constitutionnel normal, donc aux élections. C'est le retour de la sécurité, donc la restauration du Burkina dans son territoire normal, et puis la prise en charge du défi humanitaire, donc des déplacés qui sont censés retourner chez eux une fois que la paix serait revenue. Je crois que ce sont ces 2 défis majeurs-là qui ont fait que la transition pourrait prendre 3 ans. Je crois que sur ce point-là, la CEDEAO semble d'accord avec l'approche et semble comprendre que pour retrouver la paix et faire retourner les déplacés dans leurs villages respectifs, ça va prendre un peu plus de temps que les 12 mois ou les 18 mois souvent demandés aux transitions là pour organiser des élections. Et puis bien entendu, il y a d'autres préoccupations qui ont été évoquées, mais l'un dans l'autre, la délégation ministérielle de la CEDEAO semble d'accord pour accompagner le Burkina Faso et les nouvelles autorités pour que les choses marchent plutôt bien pour la population. Je crois que c'est l'objectif final. Et la ministre ghanéenne des Affaires étrangères a dit que la CEDEAO ne va pas abandonner le Burkina Faso. Je crois que c'est déjà un point de gagné, en plus du point qui avait été gagné par le passé, quand il y a eu les premiers contacts entre la CEDEAO et le Burkina Faso. Donc manifestement, bon, on est un peu loin du scénario malien. Ou d'autres sanctions? Voilà, on est vraiment loin de l'hypothèse où d'autres sanctions pourraient tomber contre le Burkina Faso. Je crois qu'on n'en est pas là. Voilà, on est plutôt dans une disposition d'esprit telle que la CEDEAO et le Burkina Faso voient les choses à peu près de la même façon. Un peu avant la CEDEAO, il y a la représentante de l'Union européenne pour le Sahel qui avait dit que les délais de la transition n'étaient pas la préoccupation majeure de l'Union européenne et que l'Union européenne s'engageait à accompagner le Burkina Faso, le gouvernement et la transition jusqu'au retour à la normale des choses. Donc, on peut être optimiste. Voilà. Maintenant, il reste le défi de la sécurité. Il faut sécuriser tout le monde. Il faut sécuriser le territoire. Il faut faire en sorte que nous vivions vraiment en paix. Deuxième actualité, des hauts cadres du ministère des Transports écroués à Lamako. Oui, le directeur général de l'Office national de sécurité routière, l'ONASER, Adama Kouraogo,
et le secrétaire général du ministère des Transports, Bernard Beba. Pour le premier mercredi et pour le deuxième, je crois, hier jeudi. Maintenant, ce sont les causes qui ne sont pas bien connues. Il reste que ces derniers mois-là, nous-mêmes, au niveau du Savane Média, nous avons essayé d'avoir un entretien avec le DG de l'ONASER. C'était après l'ébruitement de situations que des commerçants jugeraient anormales au niveau des sites de pesage des marchandises. Vous savez, le Burkina est beaucoup dans l'import-export et beaucoup de marchandises viennent de l'étranger. Il se trouve que les camions qui chargent les marchandises à destination du Burkina surchargent de temps en temps pour que les commerçants gagnent plus. C'est un peu l'habitude de nos commerçants ici. Il faut ruser avec les textes pour gagner plus. C'est un peu comme si c'était la tradition, alors que c'est totalement anormal. Mais les commerçants qui étaient réunis en organisation reconnue avaient évoqué le fait que si des dispositions n'étaient pas prises, les prix des produits de grande consommation et de première nécessité allaient connaître une hausse parce que l'augmentation des tarifs de transport de marchandises a exagérément augmenté. Et ils pointaient du doigt le pesage. Au niveau des sites de pesage, ils disaient qu'il y avait trop de pénalités parce qu'ils étaient d'accord qu'en cas de surcharge, ils devaient payer quelque chose, mais ils ont fait des comparaisons et des simulations avec d'autres pays de la CEDEAO où les pénalités qui sont payées en cas de surcharge étaient nettement en deçà de ce qui était payé au Burkina Faso. Après, il nous est revenu que le fait que les pénalités là soient élevées là, soient liées à d'autres intérêts privés plutôt qu'à l'intérêt général des consommateurs burkinabés. Rien ne dit que c'est pour cette affaire-là que Adama Kouraou, le DG de l'ONASER, a été entendu et déposé à la MACO. Rien ne dit aussi que c'est cette affaire qui a amené le secrétaire général du ministère des Transports, Bernard Beba, au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Mais ça, c'est un fait que nous avons, par exemple, constaté, nous avons suivi et l'interview que nous avons demandé à l'ONASER n'avait pas été obtenue en son temps parce que après, il nous est revenu que le DG de l'ONASER, qui avait évoqué un congé au moment où nous l'avons sollicité, était revenu de congé, mais avait eu un entretien avec les commerçants qui se plaignaient là. Et une solution à l'amiable avait été trouvée. Ça fait que nous aussi, nous n'avons pas poussé un peu plus loin notre reportage. Mais il reste que ça peut être en lien. On ne sait pas non plus s'il y a un lien entre ce pourquoi le DG de l'ONASER a été déposé à la MACO et ce pourquoi le secrétaire général du ministère des Transports a été déposé à la MACO. Il reste que c'est le même ministère et dans les jours à venir, on saura davantage là-dessus. Vous savez que plusieurs personnalités, depuis l'avènement de la transition qui est en cours là, ont été écrouées, entre autres l'ex-maire de Puitenga, Larwa Prosper Yameogo. Et lui, son procès a déjà eu lieu. On attend maintenant le verdict. Pour lui, je crois que quand les conseils municipaux et régionaux ont été dissous le 1er février, dès le 2 février, il est allé à son bureau pour signer des documents, alors que les bureaux des maires étaient scellés immédiatement après la décision du président d'Amiba. Et là, on s'intéresse à la police nationale et à la police municipale de Ouagadougou qui ont fait des saisies. Oui, la police nationale a saisi pratiquement 1 millier de bidons de 20 litres d'huile impropre à la consommation, fabriqués dans des conditions dégueulasses et totalement hors normes. Dans un quartier au fin fond rien qu'à voir ces images. Oui, rien qu'à regarder les images, on imagine si on a consommé cette huile-là en passant, ce qui nous guette comme maladie. C'est vraiment difficile. Et puis, pour la police nationale, c'est un dépôt illicite de gaz à domicile qui a été identifié et qui a été démantelé. Parce qu'il y a des conditions quand même pour entreposer et pour vendre le gaz butane. L'un dans l'autre, ça veut dire que dans les activités commerciales
ordinaire, il y a beaucoup d'entorses à la loi et au texte. Il n'y a pas suffisamment de contrôle et il y a trop de laisser-aller, de sorte que on met en danger la sécurité des citoyens dans la ville et puis la santé publique par-ci par-là. Je crois qu'on devrait continuer à dénoncer de telles pratiques. Les autorités devraient travailler à renforcer les contrôles, la supervision et les enquêtes, de sorte que les citoyens soient à l'abri de tels désagréments que nous avons vécus. Si le dépôt illégal d'huile impropre à la consommation a été découvert maintenant, on ne sait pas depuis quand il existe et depuis quand cette unité de fabrication totalement artisanale et illégale travaille. Ce sont 8 personnes qui ont été arrêtées. On pense qu'elles seront jugées, condamnées et à la hauteur de leur forfait. Le problème, c'est que nos textes-là sont tels que bien souvent, sur les questions de fraude, de surcharge, de mise en danger de la vie des uns et des autres, les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives. De sorte que même quand les gens sont condamnés, après ils reprennent les mêmes activités pratiquement. C'est ce qui est dommage. C'est dommage. Et nous terminons au Mali. Au Mali où il n'y a plus RFI, France 24. Bon, soit, parce que avec ce que le Mali et la France traversent comme crise de confiance, on peut imaginer que cela pouvait arriver. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est dans la suite logique du bras de fer entre Macron et Goïta. Maintenant, les Maliens sont allés jusqu'à comparer RFI et France 24 à Mille Collines. Mille Collines que les gens connaissent plus ou moins, c'est la radio, la fameuse radio rwandaise là, dont les discours ont précipité le génocide rwandais en 1994. C'est la radio où on disait, oui, les cafards sont ici. C'est comme ça qu'ils traitaient les Tutsis. Et ils utilisaient la radio pour dire là où les Tutsis se cachaient. Ils étaient dans les églises, ils étaient dans tel quartier, ils étaient dans telle maison, ils étaient dans tel magasin. Et les Hutus et les Tutsis modérés allaient dans ces endroits-là pour les massacrer, à coups de machettes, à coups de gourdins, essentiellement, parce qu'ils n'avaient pas des armes à feu comme ça. Donc, comparer RFI à France 24 à cette radio-là, je crois que c'est à la limite de ce qu'on aurait pu imaginer. Ça révèle jusqu'où il y a la rancœur entre le Mali et la France, et ça révèle jusqu'où la France doit faire attention et marcher vraiment sur des œufs au Mali, dans tous ses projets et programmes, dans tous les cas, parce que on a pratiquement dépassé la ligne rouge. Le Mali, le gouvernement malien a mis en cause des reportages que France 24 et RFI ont réalisés ces derniers jours-là, autour du 14 mars, 15 mars. Et il se trouve que les médias français évoquaient des exactions des forces armées maliennes et du groupe militaire russe Wagner contre les populations civiles maliennes. Ça veut dire que c'est l'armée malienne qui massacre sa propre population. En fait, dans la guerre contre les terroristes, là, l'armée malienne ne fait pas attention et tire sur tout ce qui bouge pratiquement. C'est comme ça qu'on peut caricaturer les choses. Et pour les autorités maliennes, c'est une façon de révolter la population malienne et de la dresser contre les autorités. Et pour les autorités maliennes, c'est fait à dessein, parce que la France n'a plus pignon sur rue au Mali, et la France voudrait user de stratagèmes pour ou bien rester, ou bien revenir, ou bien en tout cas ne pas perdre la face dans le bras de fer avec le Mali. Donc on peut comprendre naturellement qu'on en arrive là. Bon, ce n'est pas une première, hein, ça avait été aussi le cas en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo, quand ça n'allait pas également entre Laurent Gbagbo et Nicolas Sarkozy. Avant même, c'était avec Jacques Chirac d'abord. Et puis, RSI avait été suspendu. Ça peut arriver, mais je crois que tôt ou tard, si les relations diplomatiques ne sont pas rompues, si les deux pays continuent à maintenir leur collaboration, bon, ces médias-là pourraient revenir, en faisant aussi attention. Parce que
profession est faite de règles et il faut les respecter. Notre patriotisme, oui. Notre nombrilisme, oui, ne doit pas nous éloigner, des règles professionnelles. Parce que les règles professionnelles, elles sont faites pour que les gens continuent à nous faire confiance. Parce que c'est sur la base de la vérité que nous travaillons. Si parlant de règles professionnelles, est-ce que cette information a été relayée par ces médias occidentaux? Oui, ça a été diffusé. Ça a été diffusé par RFI, France 24, ça a été même repris et on en a entendu parler un peu partout. Voilà. Bon, maintenant... Et ce sont des témoignages. RFI France 24 parle de témoignages de Maliens qui disent que les forces armées maliennes ont commis des exactions. Bon, nous n'avons pas mené l'enquête. Nous ne sommes pas allés sur le terrain, nous n'avons pas interviewé les Maliens qui sont concernés. Bon, donc, on ne peut pas dire que c'est vrai, on ne peut pas dire que c'est faux non plus. Donc, ce sont les autorités maliennes qui ont pris la décision sur cette base-là, qui est présentée comme preuve. Bon, mais l'avenir nous dira, dans tous les cas, on saura, tôt ou tard, s'il y a des exactions. Vous voyez que les Mauritaniens se sont plaints aussi de la disparition de leurs éleveurs à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Donc, il faut faire attention. Si, par extraordinaire, les FAMA aussi avaient commis des exactions, bon, et que les autorités les couvrent, ça peut se retourner sur Assimi Goïta et toute la transition. Donc il faut faire attention. S'il y a des brebis galeuses parmi les FAMA, voilà, il faut les extirper, les sanctionner. Dans tous les cas, il y a des bavures partout où il y a la guerre, il y a des gens qui ne font pas normalement leur travail et qui peuvent tuer des innocents. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais de la même façon, les journalistes doivent travailler dans le strict respect de leurs règles professionnelles, donc s'attacher à la vérité. Voilà, équilibrer l'information, faire en sorte que toutes les parties soient entendues, voilà, quand il y a des faits, et puis, se maintenir, se tenir à l'honnêteté professionnelle. C'est ça. Oui. Merci bien. Merci. Merci d'être passé. Merci. Et puis voilà, pour ces analyses également, nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Nous poursuivons avec l'émission du jour. Cette fois-ci, nous allons passer à la rubrique « Invité du jour ». Et notre invité du jour est auteur du livre « Retour sur les 35 ans d'expérience enrichissante ». Il s'agit de M. Hervé Marcel Ouedraogo. Il est ingénieur des sciences appliquées et hydraulicien. Donc, il faut rappeler aussi qu'il est justement donc, à la commission de l'UOMOA, à quelques pas notamment donc, de sa retraite. Il a décidé de nous produire ce livre sur ses expériences vécues. Nous allons découvrir cela à travers cette rubrique invité du jour. Bonjour à vous, Monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour, Madame Nikela. Bienvenue sur notre plateau. Merci. 35 ans d'expérience enrichissante. Donc, on va faire vraiment un peu le tour de ces 35 ans d'expérience avec vous. Mais déjà, pour commencer, on parle donc d'ingénieur en sciences appliquées, hydraulicien. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le travail que vous faites concrètement? Oui, bon. L'ingénieur des sciences appliquées, c'est... On ne fait pas de la recherche fondamentale. Donc on utilise les bases de connaissances déjà acquises pour les mettre au service donc, des actions pour lesquelles nous travaillons. Dans le cas pratique, dans le cas présent, c'est l'hydraulique. Donc je suis ingénieur des sciences appliquées, mais option hydraulique. Voilà. Ok. Et l'hydraulique, justement? Pour l'hydraulique, disons là, ça porte sur tout ce qui concourt à la maîtrise de l'eau. Donc, comment faire pour contrôler les flux, essentiellement pour l'agriculture, pour alimenter les maisons, pour alimenter les villes, pour réguler la sécurité au niveau urbain. Donc, l'hydraulique... de façon globale, c'est à peu près ça. C'est l'eau. Ouais. D'accord. Maintenant, vous avez décidé, à quelques mois donc, de votre retraite, de produire un livre sur les 35 ans d'expérience enrichissante. Le titre, c'est « Retour sur 35 ans d'expérience enrichissante ». Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à retracer votre parcours dans un livre?
Bon, disons que ça a commencé il y a peut-être 5 ans, à la faveur d'une rencontre avec un cousin qui est écrivain, le professeur Alain Sissao. On a beaucoup échangé au cours d'un voyage, et puis je me suis dit, bon, je dis, mon cher Alain, je pense avoir beaucoup capitalisé sur les questions d'irrigation. J'aimerais bien écrire quelque chose un peu comme dans le genre que vous faites. Il dit, ah ben, c'est une excellente chose, il faut y mettre, et ça, donc c'est comme ça, de fil en aiguille, que l'idée a été consolidée, et puis aussi le fait que j'ai eu un parcours assez particulier, comme vous l'avez constaté. Je suis hydraulicien, c'est vrai, mais je suis passé par beaucoup de domaines, et je me suis dit, bon, c'est quand même une chance que j'ai eue, et il serait bon de relater ça et puis essayer de transférer aux plus jeunes pour les servir de référence. Et donc, ce n'est pas un guide technique, un référentiel technique, mais bon, mais à l'intérieur, quand même, il y a les deux. Il y a les deux. Ça parle de votre vie, mais on retrouve justement des expériences, des solutions que vous partagez. Exactement. Donc, c'est un peu ça qui m'a conduit à commencer tout doucement, et puis après, ça s'est consolidé il y a 1 an, et puis finalement, en décembre, on a réussi, avec la grâce de Dieu, l'éditer, c'était en 2021 notamment. Voilà, c'est ça. Alors, on va retourner un peu dans votre jeunesse. Vous avez fait vos études entre Ouagadougou, Paris et Bamako. Ouais. Et vous obtenez votre diplôme d'ingénieur des sciences appliquées justement à Bamako, option hydraulique, comme vous le disiez tout à l'heure. Pourquoi le choix justement de l'hydraulique? Bon, disons qu'à Ouagadougou, j'ai commencé au lycée par le collège d'enseignement technique. Ensuite, je suis allé au lycée technique, là, qui est la zone du bois, où j'ai fait la mécanique générale. Mécanique dans le sens de construction mécanique. Donc, fabrication des pièces d'usine, de pièces de voiture. Et dans cette formation, j'ai fait de l'hydraulique, mais liée à la mécanique. Donc, à tout ce qui concourt à faire bouger les machines, l'hydraulique qu'on utilise pour soulever les grues, etc. Okay. Donc ça aussi, c'est de l'hydraulique. On utilise des fluides, la force donc des fluides pour transporter et réaliser des actions. Et après le bac, bon, j'ai eu une orientation à l'École nationale d'ingénieurs du Mali. Là, il n'y avait pas de mécanique en tant que telle, mais il y avait de l'hydraulique. Donc, mais là, de l'hydraulique fluviale, de l'hydraulique eau au sens comme vous l'entendez. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a amené. Ce n'est pas des domaines différents, c'est le même principe, c'est les mêmes lois qui régissent ces deux systèmes. Mais l'hydraulique, dans le cadre de ce que j'ai fait, c'est quand même une étendue beaucoup plus grande. Voilà. Et dans ce livre, bien sûr, dès le début, vous avez parlé de votre famille, et de l'univers familial et tout. Et maintenant, on va, après bien sûr les études, vous allez rentrer dans la vie active et vous allez faire le service militaire. Et vous avez tenu justement, dans l'expérience que vous retracez, à parler justement à partir du premier chapitre de ce service militaire-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus dans votre vie active? Bon, disons que quand on remonte à cette période-là, c'était donc au temps de la Révolution. Donc quand je suis sorti de l'université, j'ai tombé sur la période où on faisait le SNP, Service National Populaire. Bon, pour nous qui ont été appelés, pour nous c'était une étape comme une autre, qu'il fallait valider pour poursuivre son cursus professionnel. Mais une fois à l'intérieur, on découvre quand même un univers qu'on est loin d'imaginer de l'extérieur. Parce que quand on les voit comme ça, avec leur tenue, les armes, tout ça, bon. Mais on a vu que c'est quand même, on a découvert un corps bien organisé, parfaitement bien structuré, où la discipline est le maître mot.
l'obéissance, on n'a pas le droit à l'interprétation, il faut obéir un point et trait, ce sont les règles. Et quelque part, quand on est rentré en formation, ils ont des méthodes rudes, c'est vrai, ça partout dans le monde d'ailleurs. Ils ont réussi à casser notre vision du monde et de nous ramener dans nos chaussures, comme on dit, et d'accepter de se rabaisser et d'accepter la discipline. Et ça, c'est pas évident. Quand on sort de l'université, généralement, on est bien armé pour critiquer tout ce qui passe. Donc, ce que ça a apporté, c'est beaucoup de valeur, c'est une compréhension de ce côté de ce monde-là. Et on a besoin d'eux vraiment pour effectivement nous accompagner dans nos vies de tous les jours, surtout aujourd'hui. Et ce qu'on a surtout appris, il faut dans toute chose, la rigueur et la discipline, c'est vraiment la base, une base importante pour réussir dans tout ce qu'on entreprend. Et durant ces 35 ans d'expérience enrichissante, vous avez apporté aussi votre contribution au niveau de l'autorité de mise en valeur du Sourou. Oui. Oui, effectivement. Donc ça a commencé par là, pendant la phase formation, donc étant donné mon cursus. Donc j'ai été directement coopté pour le projet Sourou, qu'on l'appelait à l'époque. Ensuite, c'est devenu autorité. Il s'agissait de quoi, justement? Autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou. Donc c'est une vallée un peu dans le nord-ouest, là, qui couvre un peu plus de 30 000 hectares en termes de potentiel. Donc c'est un véritable grenier qui a un système hydraulique assez particulier parce qu'il est alimenté en partie par le Moun, ex-Voltanois, et alternativement par le Sourou qui a la particularité de couler dans les deux sens. Bon. En fonction du niveau de l'un ou de l'autre, le Sourou change de direction. Donc c'est ce qui rend particulièrement complexe la gestion de l'eau au niveau de cette vallée. Et donc nous avons contribué là-bas à reconstituer du moins le schéma directeur qui avait déjà été fait depuis les années 70. On n'a fait que l'actualiser en fonction des contraintes actuelles et puis lancer quelques projets pilotes. Et ce qui est marquant, ce qui a marqué mon passage là-bas, c'est l'introduction de ce que j'appelais la vis d'Archimède. Donc c'était un système de pompage pas nouveau, c'était certes nouveau au Burkina, mais c'est un principe, une vis d'un genre nouveau qui présente beaucoup d'avantages, beaucoup de robustesse et qui tient dans le temps. Donc là où je vous parle, on a introduit ces vis en 87 et à l'heure actuelle où je vous passe, on n'a pas encore changé une vis parce qu'elle a cassé. Le moteur est peut-être... les moteurs ont certainement été changés, il y en a même qui sont devenus électriques, mais les vis sont toujours là. Avec un avantage au niveau énergétique qui est tout à fait plus intéressant qu'une pompe classique, une pompe centrifuge classique. Et donc ça, c'est une de nos contributions. Je n'étais pas seul, je suis avec un collègue personnel, Aouba Ibrahim. Et je vous assure qu'au moment où on introduisait, où on validait cette idée-là, donc je vous dis, c'était pendant la Révolution, ce pas des moments où il fallait se tromper. La vis était toute nouvelle, c'était une initiative toute nouvelle, ça n'a jamais été essayé. Et il fallait que ça marche au premier coup, et Dieu merci, bon, ça a marché, jusqu'à aujourd'hui ça tient la route. Il y a beaucoup de vis qui ont été installées, bon, en Afrique il y en a beaucoup aussi. Évidemment, on ne peut pas l'installer n'importe où, il faut des conditions... vaut mieux l'installer dans les conditions adaptées. Et vous avez travaillé aussi au niveau de la SN Sosuco. Oui, là où j'ai fait plus d'une quinzaine d'années, effectivement. Et je pourrais dire que c'est un passage qui m'a réellement permis de monter en puissance. Pour plusieurs raisons, parce que bon, c'est une société qui produit et commercialise le sucre, qui produit
du sucre et puis qui commercialisent. Et pour ce faire, on a besoin de canne à sucre, donc d'un champ de peu plus de 4000 hectares qui est irrigué par aspersion. Et donc, quand nous sommes arrivés là-bas, l'irrigation était presque en totalité, plus de 90%, aspersion manuelle, si je peux dire. Et on a contribué à moderniser le système, donc à introduire l'irrigation mécanisée, donc automatique, qui donc a la possibilité de tourner 24 heures sur 24 sans l'assistance de personne. Et ça aussi, c'était des choix importants. On a accompagné un choix qui avait été fait par Sosiko et on a fait en sorte que le système fonctionne et aujourd'hui encore, ces machines automatiques fonctionnent. C'est vrai que ça vient avec un certain nombre de difficultés liées aux emplois, liées à l'environnement, mais c'est une façon efficace d'envisager l'irrigation avec des efficiences tout à fait importantes, quoi. Voilà. Et on fait vraiment le tour un peu des services que vous avez eus, Oui. Les services dans lesquels vous avez travaillé, parce qu'on peut citer justement aussi la Jeune Chambre internationale, la RID. Ce sont des services où vous êtes passé, justement. Quels furent les projets que vous avez développés à ces deux niveaux? Bon, la Jeune Chambre, c'est plutôt une organisation de jeunes qui a pour but de former des leaders de demain. Donc c'est 18 à 40 ans, mais bon, dans mon cas particulier, je suis sénateur de la Jeune Chambre. Okay. Donc je suis pas astreint à cette limitation d'âge. C'est une distinction attribuée en fonction de ce qu'on fait sur le terrain. Donc c'est de la formation, c'est du management, c'est de l'éducation des jeunes. On apprend comment diriger, comment se comporter. Et c'est très utile pour s'intégrer dans la société. Par exemple, si vous permettez, pour le cas de Sosiko, quand je vous disais que ça m'a permis de constituer réellement la base de mon développement, c'est une entreprise où on a eu tous les moyens pour travailler, une confiance absolue malgré notre jeunesse. Et en matière de management, c'est un principe qui est important. Donc, quand vous avez des gens, c'est basé sur deux principes, c'est le degré de compétence et le niveau de motivation. Donc, si vous avez quelqu'un de motivé et de compétent, on ne dit pas de laisser tout faire, mais il faut lâcher la bride. Ça, c'est la Jeune Chambre. Okay. Maintenant, au niveau de l'ARID, Association régionale pour l'irrigation et le drainage, c'est une association donc, qui couvre Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, donc il y a 23 pays dedans. Et durant ce passage là-bas, on a constitué, posé les bases du développement durable maintenant justement de l'irrigation. Donc on va certainement revenir dessus. Ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux valoriser l'utilisation de l'eau, pour mieux accompagner l'agriculture. Alors nous allons revenir tout à l'heure sur le cas spécifique du Burkina Faso, mais on va aborder justement concernant vos expériences et les postes que vous avez occupés, on va aborder maintenant l'UEMOA. Ça fait déjà combien d'années que vous êtes à la commission de l'UEMOA? Là, ça fait 13, je suis la 14e année, je dirais. Et vous nous avez justement confié que d'ici à septembre, normalement, vous devrez partir à la retraite. Tout à fait. Alors, justement, à l'UEMOA, donc, ça vraiment, on parle de l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce que vous avez apporté, qu'est-ce que vous avez réalisé au sein de l'UEMOA? À quoi consiste votre travail? Bon, commission de l'UEMOA, pour commencer, c'est, je dirais, quand on arrive là-bas avec la jeunesse, c'est quand même un choc. Hein. C'est un milieu, c'est une institution très grande, aussi bien structurée, qui a ses règles, qui a ses principes. Et ce qui est le plus difficile, c'est de s'accorder avec tout ça, de comprendre tout ça et de se mettre sur le chemin pour avancer. Maintenant,
Néanmoins, on arrive à contribuer, mais dans un premier temps, on apprend beaucoup de la commission de l'UEMOA, parce que l'intégration, c'était tout un processus. Et on met du temps à comprendre réellement, et ensuite, on apporte notre contribution. Alors, j'ai été chargé de superviser des grands projets d'intégration au niveau régional, comme la construction de l'aménagement de près de 12 000 hectares de terre en zone office du Niger. C'est un projet qui est en cours actuellement pour l'irrigation. Donc c'est un projet intégrateur parce qu'il vise à installer des colons venant donc des 8 États membres et puis de mettre en valeur l'espace, de produire et puis de contribuer à la sécurité alimentaire. Bon, ça, c'est les grandes lignes. Il y a d'autres déclinaisons, mais c'est le grand lit. Ensuite, il y a le programme de construction de magasins de stockage. Pourquoi magasins de stockage? Parce que on perd l'essentiel de nos récoltes par manque de moyens de les préserver. Peut-être 30-40% selon certaines sources. Donc la Commission a construit plus de 300 000 tonnes de capacité de stockage dans l'espace, donc ce qui va permettre de rapprocher les producteurs des marchés, ce qui va permettre d'organiser l'insertion des productions dans le marché, donc de sauver les productions d'une restriction importante et donc d'améliorer les conditions de vie des populations et avec tout ce qui va avec. Et le dernier, sur lequel j'ai beaucoup appris, là où j'ai aussi apporté beaucoup, parce que là j'en suis même fier, c'est un programme d'énergie renouvelable, on appelle Microsol, qui consiste à utiliser l'énergie solaire, la combinaison du soleil et de la chaleur pour produire des services, pour faire tourner des climatiseurs, pour faire des chambres froides, pour produire faire de la pisciculture, pour faire de l'irrigation, et tout ça avec un usage combiné, donc chaleur-électricité. On a l'habitude de voir l'électricité solaire, on voit la chaleur thermique, on en voit sur nos chauffe-eau solaires que certains ont chez eux, et la combinaison des deux pour rendre des services, ça c'est une innovation de la Commission. Et ça permet de produire vraiment des services et d'améliorer sensiblement les conditions de vie des gens et puis bon, de contribuer bien sûr à l'inversion de cette tendance de la dégradation du climat. C'est quelque chose de réel. Ça apporte, ça produit des revenus et puis ça nous permet de préserver la nature pour les générations futures. Ça au moins on en est fiers. Voilà, voilà. Est-ce que c'est une expertise que vous avez apportée au Burkina Faso également? Oui, il y a un projet qui est en cours à Bakata, il est presque achevé d'ailleurs, il va être bientôt mis en route certainement en fin d'année. Et là, sur ce site, vous allez avoir à la fois de l'irrigation, de la pisciculture, de la transformation, c'est des plateaux de transformation que les femmes utilisent généralement, multifonctionnels, là, comme on les appelle, des chambres froides, la production de transformation de purée de tomates, production de fourrage, et tout ceci sur le même site est alimenté par la centrale solaire et la centrale thermique. Et Burkina, c'est une centrale thermique d'un genre assez particulier qu'on aura peut-être l'occasion de voir, qu'on appelle un concentrateur cylindro-parabolique. Donc c'est un tracker qui traque le soleil tout le long de la journée pour produire la chaleur qu'il faut pour les usages qu'on va faire avec. On va s'intéresser maintenant à l'agriculture du Burkina Faso en général. Aujourd'hui, on parle donc d'autosuffisance alimentaire. Le Burkina Faso n'arrive toujours pas donc à nourrir sa population. Selon vous, pourquoi aujourd'hui on est toujours à ce niveau? Bon, si je ne parlais pas directement du Burkina parce que je n'aurai pas les bons chiffres. Mais par contre, j'ai travaillé au niveau régional, dans la zone aride,
dans la zone Afrique de l'Ouest, où on a mis en place les programmes de développement de l'irrigation. Aujourd'hui, ce que nous constatons, vous verrez dans l'ouvrage, par exemple, en dernière de couverture, on parle le besoin de 13 millions de tonnes de riz. D'ici à 2030, dans l'espace UEMOA. Et vous divisez par 8, vous aurez à peu près l'incidence sur nos différents États. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que on a quand même un potentiel irrigable non négligeable. Dans l'espace, il y a plus de 2 millions d'hectares. Au Burkina, on n'est pas loin de 200 000 hectares irrigables. Mais les rendements ne sont pas tout à fait comme on le souhaite. Et la valorisation de l'utilisation de l'eau agricole, pour être très précis, n'est pas non plus très bonne. Et donc, ce qui fait que l'un dans l'autre, les productions sont basses alors qu'on a les terres, elles existent, on a de l'eau, certainement pas en quantité infinie, et puis quelquefois il nous arrive d'avoir de l'argent. Mais dans l'agriculture irriguée, dans l'hydraulique, comme on a commencé à le dire au départ, c'est aussi précis que de l'horlogerie. On n'en a pas l'air, mais quand on fait nos prévisions d'irrigation, quand on fait nos designs pour concevoir des aménagements hydrauliques, on voit souvent des aménagements, de l'eau qui coule, des gens qui travaillent, mais derrière tout ça, il y a toute une mécanique qu'on doit mettre en place pour valoriser l'eau agricole. Ça veut dire quoi? Que c'est là où on a besoin de 1 litre pour produire, il ne faut pas utiliser 2 ou 3. Parce que si vous utilisez 2 ou 3, vous consommez de l'énergie. Donc, vous perdez des ressources, vous dégradez la terre, vous dégradez les ressources et vous mettez en danger les ressources pour les gens qui viendront demain. Et il est possible de combler ces déficits, il faut y aller par étapes. Et moi, j'ai eu la chance de pratiquer l'irrigation mécanisée pendant plus de 15 ans. Et je suis convaincu que c'est une piste possible pour améliorer cette situation. On ne va pas évidemment mécaniser tout. Parce que mécaniser, c'est quoi? C'est une machine d'irrigation automatique. C'est 100 hectares maintenant. Alors que 100 hectares, si on rentre dans le domaine rural, c'est peut-être 200 familles qui sont dessus. C'est ça. Mais mécaniser ne veut pas dire jeter les gens à la rue. Parce que la machine ne fait qu'apporter l'eau sous forme de pluie. Mais la mise en valeur de la terre elle-même, elle demeure toujours à la charge des hommes. Donc c'est une question d'organisation. Et bien sûr, on a aujourd'hui des agriculteurs qui travaillent avec des moyens rudimentaires, qui attendent toujours la pluie, la pluie naturelle donc, pour justement cultiver. Donc aujourd'hui, pour vous, il faut aller au-delà de ça, pratiquer l'irrigation et surtout pour pouvoir cultiver peut-être à n'importe quel moment donc, de l'année. Pour mieux utiliser l'eau. Mieux utiliser l'eau. Par exemple, en saison de pluie, quand il y a des poches de sécheresse de 15-20 jours, ce qu'ils font aujourd'hui, on attend, on pleure et on attend qu'il pleuve. Oui. Mais si on est sous irrigation mécanisée avec une organisation paysanne responsable en dessous de la machine, où chacun a un rôle à jouer, on peut combler ce genre de déficit. On appelle ça l'irrigation d'appoint. Et d'ailleurs, le Burkina a initié beaucoup d'actions dans ce sens. C'est quelque chose qui est porteur. Évidemment, on ne peut pas mécaniser partout. Il faut aller là où il y a de l'eau, là où on peut avoir des étendues de 100 hectares, de 50 hectares. On ne mécanise pas 2 hectares. Les coûts seraient prohibitifs. Voilà. Merci, M. Sial. Malheureusement, que notre temps est terminé. Merci à vous. Monsieur Ouedraogo, où est-ce qu'on peut retrouver justement votre livre et à quel prix? Bon, ce livre était produit par la presse africaine, commercialisé à Jeunesse d'Afrique à 6500. Et pour votre information, l'intégralité de la recette est reversée à l'OCADES, organisation catholique.
pour venir en aide aux personnes qui sont un peu en difficulté. Pourquoi? C'est pas parce que je dors sur... non, parce que j'ai eu la chance de faire un parcours, certains n'ont pas ça. J'ai bénéficié de beaucoup d'appui, mon pays m'a apporté beaucoup de choses. C'est le moins que je puisse faire. Merci à vous. Voilà. Je rappelle, merci bien. Restez avec nous. Je rappelle que nous recevions M. Hervé Marcel Ouedraogo, ingénieur des sciences appliquées, hydraulicien et bien sûr auteur du livre 35 ans d'expérience, retour sur 35 ans d'expérience enrichissante. Il faut rappeler qu'il travaille aujourd'hui à la commission de l'UOMOA, d'ailleurs depuis 14 ans, vous avez dit? Ouais. Alors c'est fini pour l'entretien de ce jour. Et nous raccompagnons notre invité avec ce clip. Et nous poursuivons avec l'émission du jour. Chaque vendredi, vous avez droit à la chronique sécurité routière. Et aujourd'hui, dans la chronique sécurité routière, nous recevons M. Hippolyte Tapsoba. Il est formateur à Victoire Auto-École, notre partenaire pour la chronique sécurité routière. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame. Aujourd'hui, on parle du permis de conduire. C'est cela. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que le permis de conduire? Le permis de conduire, c'est une autorisation qui a été délivrée à un individu après un examen théorique et pratique. Et il indique les différentes catégories pour lesquelles il est valable. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire le permis. Parce qu'il est important de le faire pour connaître le code de la route. Et le code aujourd'hui, ce n'est pas seulement les automobilistes qui doivent le connaître, les cyclistes, les piétons, parce que même pour traverser la route, il faut avoir un minimum. Voilà. Et à partir, vous avez dit tout le monde, mais à partir de quel âge on peut être candidat au permis de conduire? Ok, alors, pour passer le permis, d'abord il y a la catégorie A1, qui est pour les cyclomoteurs et vélomoteurs jusqu'à 125 cm3. Et l'âge minimal pour passer le permis, c'est 14 ans. Et il y a le permis A, et là, c'est plus de 125 cm3, et l'âge minimal, c'est 16 ans. Alors, il y a le permis... Donc, ce permis, c'est pour conduire les motos? Les motos, oui, les grosses motos. Les grosses motos. Voilà. Et maintenant, il y a le permis B1, ça c'est pour les tricycles. D'accord. Et pour conduire ces tricycles-là, il faut avoir au moins 16 ans. Ce n'est pas ce que nous voyons en ville. C'est ça. Souvent, c'est des tout petits qui sont sur ces motos-là et qui tournent n'importe comment, qui doublent n'importe comment, et voilà, et ça crée des problèmes. Et ensuite, il y a le permis B lui-même, qui est pour les véhicules de tourisme, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Et on peut prendre 8 personnes si le véhicule est aménagé en conséquence. D'accord. Oui, voilà. Et l'âge minimal, c'est 18 ans. 18 ans. Il y a aussi le permis C, qui est pour les véhicules affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le PTAC excède 3,5 tonnes. Et là aussi, c'est les mêmes, on peut prendre le même nombre de personnes si le véhicule est vraiment aménagé pour ça. S'il n'est pas aménagé pour ça, on n'a pas le droit de prendre beaucoup de personnes dans le camion. Voilà. Ensuite, sans oublier que bon, le transport mixte est interdit, c'est pour dire qu'il ne faut jamais mettre des personnes avec les marchandises. C'est dans la cabine, dans l'habitacle où se trouvent les chauffeurs, que l'on peut prendre peut-être 1 ou 2 en fonction du nombre de places qui existent dans la cabine. Voilà. Après, il y a le permis D. Le permis D, donc, c'est pour le transport en commun. Et là, pour passer le permis D, il faut avoir au moins 21 ans. Voilà, il faut avoir au moins 21 ans. D'accord. Après le permis D, il y a le permis E, c'est-à-dire pour tirer les remorques ou les semi-remorques de plus de 750 kg. Et là aussi, et quand vous avez le permis C
ou le D, vous pouvez faire l'extension du E. Et là, c'est 6 mois après l'obtention du C ou du D que l'on peut faire l'extension. D'accord. Ça fait combien de types de permis que vous nous avez cités? Sinon, normalement, c'est 8. C'est 8. Oui, en plus le F, qui est pour les infirmes. Voilà, les personnes vivant avec un handicap. Voilà, c'est ça. Et il faut que le véhicule soit aménagé en conséquent. Et l'âge, c'est la même chose que le permis B. C'est-à-dire l'âge minimal, c'est 18 ans. Voilà. Et quelqu'un qui a le permis F ne peut pas conduire un autre véhicule, notamment les transports de marchandises ou de personnes. Voilà, c'est le B seulement. Ok. Donc, ça fait 8 en gros. Oui, 8 en gros. Donc, concernant les sortes de permis donc, de conduire qu'on peut trouver. Exactement. Alors, Monsieur Tapsoba, quelles sont justement les catégories aussi de permis de conduire qui se périment selon l'âge donc du conducteur? Oui, effectivement, il y a des permis qui sont permanents, notamment le A1 et le B. Le A1 et le B. Oui, le B, Okay. il y a le B1, il y a le B. D'accord. Voilà, bon, eux, ils sont permanents. Mais maintenant, à partir du C, jusqu'à 50 ans, c'est 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut refaire la visite Rappelez-nous, médicale. le A1, c'est pour les motos. Les cyclomoteurs et vélomoteurs. Ok. Puisque quand vous faites le B, on vous donne systématiquement le A1. Voilà, donc lui, il est permanent. Et le B également est permanent. D'accord. Par contre, le C, jusqu'à 10 ans, il se périme. Le C, c'est pour les véhicules poids lourds. Le C, c'est pour les véhicules affectés au transport de marchandises ou de matériel de plus de 3 tonnes 500. Et il se périme tous les 10 ans jusqu'à 50 ans. Mais après les 50 ans, c'est devenu maintenant 55 ans. Ce n'est plus 10 ans. Bon, avant que on ne commence à faire les enrôlements, il ne se périmait pas. Mais à partir des permis qui ont été enrôlés, alors il se périme maintenant tous les 10 ans jusqu'à 50 ans. Et après 50 ans, c'est tous les 5 ans. D'accord. Voilà. Donc chaque 10 ans, il faut renouveler. Chaque fois, il faut renouveler. Okay. C'est parce que tout simplement, il y a des chauffeurs qui ne voient plus bien ou bien qui ont des problèmes de tension et qui disent qu'ils sont en bonne santé. Et ça, c'est des problèmes. Et souvent, il y a des chauffeurs même qui ne se reposent pas. Quand vous avez la tension et puis vous ne vous reposez pas, c'est un problème. Quand vous avez des problèmes d'yeux et vous refusez de reconnaître que vous avez des problèmes d'yeux, c'est un problème. Mais en partant à, comment dirais-je, voir les médecins, ils diront si vous pouvez conduire ou pas. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a le D. Le D, c'est à partir de 21 ans jusqu'à 45 ans, c'est tous les 5 ans. Et de plus de 45 à 55 ans, c'est tous les 3 ans. De plus de 55 ans à 60 ans, tous les 2 ans. Et plus de 60 ans, c'est chaque année. Ok. Ouais, donc, si vous êtes âgé de 60 ans, c'est chaque année. Voilà. Et enfin, il y a le permis E. Le permis E également se périme. Et il se périme exactement comme le transport en commun. Et jusqu'à 45 ans, c'est tous les 5 ans. De 45 à 55 ans, tous les 3 ans. De 55 à 60 ans, tous les 2 ans. Et plus de 60 ans, c'est chaque année. D'accord. Voilà. Alors, merci à vous, M. Tapsoba. On vous permet justement une petite conclusion, un mot de fin. Oui, c'est exact. Alors, bon, d'aucuns disent que le permis de conduire, il faut avoir les moyens, c'est-à-dire il faut espérer avoir une voiture pour faire le permis. Alors non, il ne faut pas, ce n'est pas comme ça. Et il faut absolument faire le permis pour avoir une idée de la sécurité routière. Et comme ça, vous pouvez enfin circuler librement. Et je dirais même que les piétons ont besoin de ça. Et tout le monde a besoin de connaître le code de la route pour que les accidents sur la route diminuent, non beaucoup, pour que ça diminue beaucoup, parce que ce n'est pas facile.
Merci à vous. Merci. Je rappelle que nous recevions M. Hippolyte Tapsoba, formateur à Victoire Auto-École, pour parler aujourd'hui du permis de conduire. Nous accompagnons notre invité avec ceci, le temps d'installer Honoré Onadia. Chaque vendredi, nous sommes avec Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end, virgule, et on revient. Il est bien installé sur notre plateau. Bonjour Honoré. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors Honoré, la 10e édition du festival Afrobeat de Tampi, j'ai envie de dire, bat son plein. Tout à fait. Elle bat son plein depuis le 16. Et il faut dire que chaque soir, il y a des artistes qui vraiment nous promettent, vraiment qui nous font vivre beaucoup de choses, beaucoup d'émotions à travers leurs prestations. Des prestations soit en playback, mais aussi des prestations en live. En témoigne déjà de certains artistes qui ont déjà partagé des scènes. En témoigne Amzi, des artistes comme Dez Altino, comme Kayawoto, comme Cheesy, pour ne citer que cela. Alors, le rendez-vous, il continue jusqu'au 20. Et il y a encore d'autres artistes qui n'ont pas encore apprécié. Entre autres, on peut citer Frère Malcolm, Bilaka Koras, Marty, Flobi, Frimanta Pili, pour ne citer que ces dernières personnes. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est effectuer le déplacement chaque soir. Mais n'oubliez pas que le festival ouvre ses portes à partir de 10h, donc profitez pleinement de ce festival-là, parce que c'est un festival qui a vraiment gagné en maturité, 10 ans n'étant pas 10 jours, n'étant pas 10 mois. Je pense que ces hostilités qu'ils ont préparées pour cette année-là permettront à tout un chacun de nous de vivre pleinement de ce festival. Alors c'est l'occasion pour nous de tirer notre chapeau à Zopito et à son comité d'organisation et donner rendez-vous à tous nos fans pour la 10e édition de ce festival-là qui bat son plein à Tampi, effectue le déplacement jusqu'à la fin du week-end. Et puis bien sûr maintenant l'Institut français, qu'est-ce qui est prévu? Pour l'Institut français déjà, il faut dire que dans le cadre de la Semaine internationale de la francophonie, ils ont initié un concours dénommé Championnat international de slam et de poésie. Alors déjà ce soir à partir de 18h, vous aurez déjà l'élection du champion d'Afrique francophone. Et en plus de cela, c'est à partir de 19h. Et ça, le prix d'entrée, il est, je dirais, à 1000 francs. Et en plus de cela, demain à partir de 19h encore, vous aurez, de 20h30 plutôt, vous aurez à partir de 20h30 une scène ouverte pour les talents comme ça de ce festival-là. Et là aussi, vous allez débourser la somme de 1000 francs pour avoir accès comme ça et pour pouvoir voir ces jeunes talents-là. Et nous avons pensé aussi aux tout petits. Les tout petits se retrouveront demain à partir de 17h pour une bande dessinée que l'on va vous proposer. Une bande dessinée qui est intitulée seulement La course des tucs de François Bison. Donc c'est des films-là que l'on va proposer à nous tout jeunes. Et ça, l'entrée, elle est libre et gratuite précisément au Petit Méliès. Notre course des tucs, ok. Et maintenant, un film, hein, Ciné Burkina. Ciné Burkina, c'est le film intitulé Le mari jaloux. Si le mari il est jaloux, quel comportement il aura, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Bon, c'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 1500 francs et 2000 francs. Tenez bien que ce film-là a commencé sa projection depuis le 14. Donc c'est l'occasion pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi ce film-là de se déplacer jusqu'au 20 pour vivre pleinement le film Le mari jaloux. Et retour à la maison. Retour à la maison déjà aujourd'hui à partir de 11h. Vous aurez déjà, je peux dire, depuis le début de la semaine, le lundi, vous avez la primeur de cette émission qu'on lance, qui n'est autre que le cadeau du jour. À partir de 11h, vous allez retrouver l'équipe de cadeau du jour, accompagnée bien sûr d'un partenaire qui va venir échanger. L'équipe composée de Honoré Onadia et de Bintou Kindo. D'accord, je te permets de continuer. Voilà, qui va échanger avec un partenaire qui va vous donner des indices par rapport au cadeau qui sera caché. Maintenant, on va permettre aussi à nos téléspectateurs, téléspectatrices de nous appeler pour deviner le cadeau qui se cache à l'intérieur de la boîte du cadeau du jour. La personne qui va deviner le cadeau repartira simplement avec le cadeau à la maison et bien sûr avec les bénédictions de l'équipe de cadeau du jour. Donc le rendez-vous, il est prévu pour 11h. Et je profite en même temps signaler à nos téléspectateurs que l'émission sera... on va la produire chaque jour du lundi au vendredi à partir de 11h. D'accord. Et pour demain,
demain samedi, nous n'allons pas oublier notre rendez-vous que nous donnons avec nos téléspectateurs, mais aussi avec nos auditeurs et auditrices de la radio, pour te dire que c'est sur l'ensemble du média, cette émission que vous aimez tant, qui n'est autre que 100 minutes pour comprendre. Et demain, l'invité que nous allons recevoir, c'est le docteur Nessourine Sangari, qui est la coordonnatrice du consortium Burkina 2050. C'est avec elle que le directeur de l'information va échanger vraiment sur un sujet donné, mais qui va permettre encore à beaucoup de personnes encore d'apprendre à connaître encore que quand on parle du consortium 2050, de quoi s'agit-il? Ben, le rendez-vous, c'est demain à partir de 8 h sur l'ensemble du média. Merci à toi, Honoré. Merci à toi. Quant à nous, oui, on se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, le très talentueux Honoré Onadia que vous allez retrouver tout à l'heure à 11 h avec Bintou Kindo pour le cadeau du jour. Quant à nous, on se dit au revoir ici. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso et rendez-vous lundi. Cus.